Quand j'étais petite, je faisais de la gymnastique. En fait, je courais en juste au corps dans un gymnase qui s'appelait Pierre de Coubertin. J'étais passionnée par la gym, je regardais plein de vidéos sur YouTube et je faisais la roue dans le jardin pendant que mes frères jouaient à la balle. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Qui a dit que la participation des femmes aux Jeux Olympiques est impratique, inintéressante, inesthétique, mais aussi absolument incorrecte? Est-ce que vous savez qui a dit ça? Voilà, bon. Pierre de Coubertin, effectivement, c'est lui qui a dit ça. Donc l'inventeur des Jeux Olympiques modernes, extrêmement visionnaire sur cette déclaration. Alors non, monsieur de Coubertin, la pratique sportive des femmes n'est pas impratique, n'est pas inintéressante, elle n'est pas inesthétique, elle n'est pas incorrecte. En réalité, plus de 120 ans après, on a obtenu la parité aux Jeux Olympiques en 2024. Le sport féminin est absolument passionnément intéressant. C'est en fait le baromètre de la société. Il nous permet de lire les inégalités, les mouvements de société, les angles morts et les progrès qui sont réalisés. Pourquoi il nous permet ça? Parce qu'il est encore à la marge. Et ce sont les marges qui questionnent le centre. Ce sont les marges qui dérangent. Alors la parité totale en 2024, c'est très bien. Mais quand on creuse au-delà de l'événement, est-ce qu'on est à la parité sur tout dans le sport? Non, pas vraiment. En France, le nombre de licenciées sportives féminines s'élève à 38%, pas 50%. En France, dans le coaching, les femmes sont sous-représentées. Sur le terrain, en tant que coach, je ne connais qu'une seule femme qui a été coach de foot, d'une équipe de foot masculine professionnelle. Elle s'appelle Corinne Diacre. Corinne Diacre, la seule femme. Les femmes sont aussi largement sous-représentées dans la diffusion. Pour 1 heure de sport féminin diffusé, ce sont 15 heures de sport masculin qui le sont. Ce sont les chiffres de l'ARCOM, c'est pas moi qui l'invente. Alors maintenant, on se pose la question, où sont les femmes? En réalité, au départ, elles n'avaient même pas le droit de participer aux compétitions sportives. Selon la socio-historienne Anaïs Boyon, qui travaille à la faculté Paris-Saclay, les femmes n'avaient même pas le droit de participer aux compétitions sportives au départ. Elles se sont constituées, à partir des années 1910, en clubs sportifs féminins pour remédier à cette exclusion. Elles n'ont pas attendu qu'on les y invite. Quand on creuse au-delà de la participation au sport et qu'on regarde les instances de décision, le sport féminin nous permet de regarder ça. Eh bien, dans les instances de décision, rares sont celles qui sont à la parité. Il y a des exemples qui sont positifs. Je pense à la Fédération française de rugby. Quand on regarde un échelon encore au-dessus, les propriétaires de clubs, combien sont des femmes? En France, par exemple, dans le football, au meilleur niveau, je n'en connais qu'une. Elle s'appelle Michelle Kang. Elle est américaine. Elle détient l'OL féminin, les London Lionesses, et elle a donné 4 millions l'été dernier, en 2024, à l'équipe américaine de rugby féminin pour les aider à se développer. Alors l'important, c'est de participer. Certes. Pour ma part, j'ai décidé de participer et de débuter à un sport qui est dit viril, le rugby, à 21 ans. Alors, de mon côté, voilà, illustration un peu différente de ce que je porte aujourd'hui. J'ai davantage l'habitude du tapis vert que du tapis rouge. Moi, je suis pilier. En fait, si vous ne connaissez pas le rugby, pilier, c'est assez explicite comme mot. On est au milieu de la mêlée et on porte tout avec son dos. Voilà. Alors pourquoi je disais que le rugby, en particulier, est un sport qui est dit viril? Parce qu'il fait référence à des stéréotypes de genre masculins. Il appelle la force, la détermination, le courage, le fait de ne pas écouter sa douleur. En réalité, de mon côté, c'était pas forcément sur ces qualités-là que ça m'a posé des difficultés de démarrer le rugby. En réalité, moi, j'avais surtout un gros problème, c'est que quand la balle arrivait au départ, je fermais les yeux. Et au-delà du fait que c'est assez rigolo à voir, en réalité, c'est simplement parce qu'avant mes 21 ans, personne ne m'avait réellement envoyé de ballon pour m'entraîner. Maintenant, quand je fais le bilan, je joue dans une équipe, le Racing 92, dans laquelle je côtoie des joueuses qui sont formidables, qui ont un talent exceptionnel, et je compte 5 sélections avec l'équipe nationale de Madagascar. À Madagascar, les filles sont tout autant courageuses. 80% d'entre elles sont déjà mères. En fait, on voit un autre modèle de société. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait,
Cette anecdote-là sur le fait qu'elle soit mère, ça questionne le rôle de la grossesse dans une carrière sportive. Et le fait qu'à Madagascar, elle puisse être mère et sportive en même temps, ça nous montre que ce n'est pas la grossesse qui met fin à la carrière d'une sportive. C'est plutôt le modèle de société persistant qui nous indique, ou pas, que la grossesse doit mettre un terme à la carrière sportive. Une femme qui fait du sport, que ce soit en France ou à Madagascar, c'est une femme qui prend du temps pour elle, qui a un espace pour elle, qui va un peu dans cette idée de chambre à soi de Virginia Woolf. Encore une fois, on va revenir à l'idée de participer. Notre ami Pierre nous disait que l'important, c'est de participer. Mais n'est-ce pas un peu passif, ce mot de participer? Combien de femmes sont réellement actrices et non simples participantes? Combien d'entre elles font du sport en compétition, en club? Combien d'entre elles parlent de sport, regardent du sport? La question qui se pose ensuite, c'est celle de l'environnement dans lequel évolue la sportive. Encore une fois, le sport féminin nous permet de voir que l'environnement n'est pas forcément propice ni sécurisé pour une femme, que ce soit pour faire du sport ou pour simplement évoluer. Je pense au mot de Mathilde Castres, qui est la cofondatrice de l'association Sine Qua Non. C'est une association qui propose aux femmes de se rassembler en groupe et de faire du sport pour se réapproprier l'espace public. Mathilde Castres, pardon pour elle, je l'avais déjà dit plusieurs fois bien avant, nous indique qu'en réalité, les femmes se posent 1000 questions avant de sortir faire du sport, quand un homme va s'en poser 3 ou 4. Elles vont se poser la question de comment elles sont habillées pour ne pas avoir de problème. Est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit? Est-ce que l'itinéraire que j'emprunte craint ou pas? Est-ce que j'envoie un message à quelqu'un pour lui indiquer à quelle heure je pars, à quelle heure je rentre? Un homme va regarder son niveau de batterie, va regarder ses baskets et va se connecter sur son application de course. Vous voyez la différence? Et là, je repense à ce que je vous disais au départ. Ce que je n'ai pas précisé sur mes frères qui jouaient dans le jardin, c'est qu'ils étaient au milieu du jardin. Et moi, j'étais davantage sur les côtés. Ça, c'est une expérience personnelle. Si vous voulez faire un constat de vous-même, allez regarder une cour de récréation. Vous regardez qui joue au centre et vous regardez qui joue sur les côtés. C'est quand même très explicite. L'important, c'est de participer. Alors pourquoi les femmes, pendant longtemps, ne pouvaient que participer? Parce qu'on ne leur laissait ni le temps, ni l'argent pour faire plus que participer. On travaille toutes, en plus de faire du sport. En grande majorité, en grande majorité. Mes copines à Madagascar, elles vendent des fruits, elles font des lessives, elles sont infirmières, elles sont policières. En France, elles sont étudiantes, elles sont aussi infirmières, elles sont enseignantes. Et en fait, quand je pense notamment aux infirmières, on réalise qu'elles font leur vacation la journée. Et moi, j'ai des copines qui rentrent absolument épuisées et qui vont à l'entraînement ensuite. Et c'est des filles qui ont un talent immense. Et je suis convaincue que leur performance sportive est largement amoindrie par le fait qu'elles aient une activité principale qui ne prenne pas en compte leur performance sportive. Et c'est des filles qui ont un talent tel qu'elles pourraient être professionnelles, mais le modèle économique du sport féminin actuel ne leur permet pas. Alors, il y a des choses positives, des indicateurs qui sont au vert. Le nombre de sportives augmente de manière générale. Le nombre de sportives professionnelles augmente aussi. Mais en réalité, un club qui ouvre une section féminine, est-ce qu'il le fait sincèrement? Est-ce qu'il le fait de manière opportuniste? Est-ce qu'il le fait pour toucher des subventions? Si c'est le cas, ça s'appelle du pinkwashing. Et c'est utiliser la féminisation pour surcommuniquer sans sincérité. Et c'est dommage. Pour ma part, j'ai de la chance, parce que dans mon club, ça n'est pas le cas. On a un investissement sincère dans le féminin et on a des partenaires qui poussent à l'action, qui poussent à l'impact. Et l'impact, pour ma part, je fais un sport de contact, donc ça peut dire que ça me parle. Pour résumer, le sport féminin est vraiment ce qui peut prendre le pouls de la société. C'est le baromètre. Puisqu'il questionne le sport tout court, il questionne l'espace, il questionne l'argent, il questionne la société. Et en réalité, je voudrais qu'on montre plus de rôles modèles, plus de Mathilde Castres, plus de Corinne Diacre, plus de Michel Kang, plus d'hommes justes et engagés sur cette cause-là, pour qu'un jour, au milieu du jardin, les garçons et les filles puissent jouer indifféremment à la balle. Et ce jour-là, quand ça, ce sera normal, eh bien, il fera beau pour les femmes, et quand il fait beau pour les femmes,
en fait, il fait beau pour tout le monde. Je vous remercie.